SLK News. Bonjour à tous et bienvenue sur SLK News. Aujourd'hui, je suis avec Poncia Niembo pour cette interview. Comment tu vas, Poncia? Bonjour Sephora, moi je me porte très bien et toi comment tu vas? Je vais bien également, merci. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Nous sommes donc à Paris, tout simplement. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter. Donc, qui es-tu, Poncia? Je me définirais plutôt comme un acteur sociopolitique et je m'appelle Poncia Niembo et actuellement je suis aussi chercheur à l'école polytechnique au laboratoire d'optique et de biosciences. Je travaille sur la physique, mes thèmes de recherche avancent et évoluent et je suis aussi enseignant au département de physique de l'université Paris-Saclay et je me focalise sur le Congo où je travaille beaucoup pour le retour de la paix, le retour de la dignité et l'émergence d'une classe politique digne de diriger le Congo. Ok, tu auras l'occasion de développer ces points ultérieurement. Mais Poncia, moi, je dirais que je t'ai connu sur Twitter où tu es assez sans filtre, si on peut se dire ça comme ça, Oui. pour tes prises de position qui sont souvent très repartagées et likées. Et dans ta biographie, bon, la biographie précédente qui me semble que tu as changé, tu as écrit en fait que tu es, pardon, décomplexé. J'aimerais savoir par rapport à qui, par rapport à quoi et pourquoi en fait ce terme-là. Déjà, Twitter, c'est un réseau social assez intéressant où les gens se présentent parfois particulièrement. Moi, j'ai choisi de me mettre sur Twitter parce que je considère qu'il y a un véritable potentiel pour discuter du Congo, discuter des questions sociales, mais aussi pour promouvoir la libre expression. C'est pour ça que j'ai choisi de me définir plutôt comme quelqu'un de décomplexé, parce que Poncia vient de loin. Poncia a appris à rencontrer la vie et les choses de la vie, et j'ai choisi de prendre une posture suffisamment affirmée, de dignité, sans complexe et sans barrière. Donc je considère qu'il n'y a pas grand-chose sur Terre, pas grand-chose en politique aujourd'hui, notamment dans la politique congolaise, pas grand monde qui puisse aujourd'hui me sortir de mon calme traditionnel. Donc je garde tout le temps ma lucidité de faire les choses et j'attends quelque chose pour me complexer. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et en ce qui concerne comme tu disais, plutôt, ton parcours, ta vision du monde, en fait, comment tu as construit tout ça? Qu'est-ce qui a contribué à tout cela? Parce que j'ai aussi, tu as évoqué récemment l'auteur Fatou Diom, disant qu'elle t'a sauvé la vie par ses écrits, par ses livres. Je cite vraiment ce que tu as écrit, c'est que tu as dit qu'elle a nourri ta perception des dynamiques de société, de l'histoire, des interprétations et des enjeux et des jeux de pouvoir. Comment, du coup, ces écrits à Fatou Diom ont pu contribuer à ta construction de la vision du monde? Pour commencer, disons que je suis né à Lubumbashi, qui est une ville très dynamique, où on est très vite amené à rencontrer des gens de plusieurs classes, de plusieurs horizons. J'ai été à l'Institut Madini, qui est une école de la GECAMINE, qui est une grande institution à Lubumbashi et qui permet justement de rencontrer des gens de partout, de toutes les classes sociales, de pouvoir enfin chercher sa place. Et quand je grandissais, j'ai dû chercher ma place très tôt, très vite. Et je pense que quand tu es né dans ce bout de monde, ce n'est pas toujours évident de trouver sa place. Et il y a sur notre chemin des gens qui permettent de construire cette identité, cette vision différente du monde qu'on ne nous inculque pas forcément chez nous ou à l'école. Et Fatou Diom, parce que tu en parles, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, parce que je me rappelle, je sais plus, j'avais 12 ans ou 13 ans, j'ai lu pour la première fois Le ventre de l'Atlantique. Mais où est-ce que tu allais se dire que tu es parti à la bibliothèque, tu as dit je veux Fatou Diom, cet auteur est J'étais venu dans plutôt ton esprit? un enfant intéressé. J'étais très intéressé. À cette époque-là, j'écrivais beaucoup. J'ai écrit plusieurs nouvelles. Et à ce Sur moment-là, quel thème? le thème, c'était souvent des thèmes qui ne me dénudent pas. C'était des thèmes assez larges, assez différents. J'ai participé à plusieurs concours d'écriture, dans certains où je suis assez fier d'avoir participé. Et à ce moment-là, on m'a dit que ça serait peut-être bien de lire d'autres auteurs, parce que j'étais plutôt aussi quelqu'un d'assez fier. Donc on m'a dit à ce moment-là de lire un peu d'autres auteurs, et je suis allé chercher, je ne sais même plus comment je suis tombé sur Fatou Diom. J'ai lu Le ventre de l'Atlantique. Ce livre a bouleversé mon enfance parce que du Congo ou de Lubumbashi essentiellement, la France c'est un continent lointain, c'est un pays lointain, différent. On ne connaît pas les problématiques de ce pays. On ne connaît pas vraiment, on ne comprend pas les rapports sociaux sur sur le racisme, les rapports raciaux, les rapports d'intégration.
Et Fatou Diom m'a renvoyé une image du monde assez globalisé, assez, comment dire, un monde qu'on peut tous aborder, dont on peut tous s'approprier. C'est la première fois que quelqu'un parlait comme ça des choses simples de la vie. Parfois, elle parlait de son frère. Elle mettait de l'émotion dans ses textes et ça a permis de la découvrir au fur et à mesure. Et je suis tombé après sur ses vidéos sur Internet, ses prises de position. Et elle m'a fait comprendre très tôt que on peut être un individu petit, mais grand dans notre histoire, et on peut accepter de prendre une place décisive dans le cheminement de l'humanité. Et ça, je l'ai appris aussi beaucoup grâce à elle et assez tôt. Et donc, comme tu dis, tu es né à Lubumbashi. Et c'est-à-dire que quand tu es arrivé en France par rapport à tout ce que tu avais lu, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que tu t'es dit en fait, est-ce que tu t'es senti dépaysé? Comment tu t'es senti? Et t'es arrivé à combien de temps? Je suis en France, là j'entame ma 6e année en France et je me suis pas senti vraiment dépaysé quand je suis arrivé parce que on vit dans un monde francophone au Congo qui est très influencé par l'Occident, notamment la France qui est le plus grand pays francophone en termes d'hégémonie. Donc j'ai pas eu l'impression de ne pas connaître cette culture, j'avais l'impression de venir dans un monde qui est le mien dans une certaine mesure. Et après, au-delà de ça, je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde. Et donc, mon arrivée en France ne m'a pas dépaysé. Je suis venu avec un certain bagage. C'est celui-là que j'ai dû faire valoir, tout en acceptant justement de faire partie de cette nouvelle France qui était à ce moment-là ma terre d'accueil, mon chez moi. Donc, je n'ai jamais eu vraiment de choc culturel. Et tu es venu dans le cadre donc de tes études de recherche? Oui, je suis arrivé en France pour l'université. Et c'est marrant parce que avant d'arriver en France, j'étais à l'université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique. Et là, j'ai vécu, je pense, la pire chose qui me soit, pas la pire chose, je vais dire la chose la plus importante aujourd'hui qui a construit mon engagement politique. Quand je suis allé à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi, j'étais très fier. J'étais un étudiant plutôt brillant avant et je me disais c'était le premier pas à l'université. J'avais l'euphorie, j'avais les rêves grands dans la tête. Et je suis arrivé à l'université, j'étais complètement déçu de ce que j'y ai perçu. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de choses sur l'avenir de notre nation qui se jouaient Pourquoi tu étais dans... déçu? Parce que l'université de Lubumbashi n'est pas à la hauteur du Congo qu'on veut construire. Et on y déconstruit beaucoup les générations à venir. Et moi, ça m'avait choqué, ça m'avait blessé dans le fond, parce que j'avais perçu à ce moment-là des milliers d'étudiants qui courent derrière la connaissance, qui ne la reçoivent que peu ou qui ne la reçoivent que dans des conditions qui ne peuvent pas être concurrentielles pour le monde qu'on est en Et train quand tu dis d'aborder. qu'il n'est pas à la hauteur, c'est lié au... Je me levais pour aller à l'université à 3 heures du matin. 3 heures du matin. J'arrivais à l'université à 4 heures du matin. C'était censé être la plus grande faculté de l'université de Lubumbashi. Je faisais la queue de 4 heures du matin à 6 heures du matin quand la porte s'ouvrait. Quand la porte ouvrait, on courait dans les escaliers jusqu'au dernier étage, je me souviens plus, le deuxième ou le troisième, pour une salle de classe de 400 personnes où 1500 personnes s'entassaient, ça se remplissait en un instant. À ce moment-là, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. J'avais envie, j'avais la volonté, j'avais peut-être les capacités, mais j'ai compris que ça ne servait à rien de continuer à aller dans un endroit où, au-delà de ça, il y a plusieurs vices enlimés dans la manière dont l'institution est gérée, qui ne permettent pas aux étudiants, même ceux qui feraient le plus d'efforts, de pouvoir s'épanouir scientifiquement et de pouvoir justement tacler les questions de notre temps. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'un engagement politique n'aurait de sens que pour reconstruire un peu tout ce tissu social qui est détruit par une structuration sociale qui est intrinsèquement corrompue. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé pour la première fois de quitter l'école. J'ai arrêté l'université de Lubumbashi. Je me rappellerai très bien, j'avais pris un pari, j'avais dit je vais faire les examens du premier semestre et je ne mettrai plus jamais un pied ici. Et j'avais fait. T'avais quel âge? J'avais à cet âge, à ce moment-là, je pense que je venais à peine d'avoir 17 ans, je crois. Et j'ai quitté l'université à 17 ans. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le sens de ce système-là où on part à l'université, on s'adapte à un système corrompu, on garde quand même notre place dans ce système-là et on espère pouvoir sortir du lot, peut-être survivre dans un monde qui, en réalité, est en train de s'effondrer autour de nous. Et ça, je pense que ça a été l'un des moments les plus décisifs de mon engagement sociopolitique. Mais quand t'as quitté l'université, du coup, qu'est-ce que t'as fait après? Je suis allé faire la fête. J'ai beaucoup grandi.
Non, mais Du coup, t'as quitté et ensuite, bon, t'es venu en France combien de temps après? Parce que je me dis, ça ça a laisse pris du pas. temps avant que je ne vienne en D'accord, t'es France. pas venu directement. Et à ce moment-là, je dis que je suis allé faire la fête. C'est un peu biaisé de dire ça comme ça, mais en réalité, j'ai pris le temps de regarder un monde dans lequel j'ai grandi sans vraiment le connaître. J'ai monté mon premier business. Mes amis qui regarderont cette Dans quel vidéo domaine t'as monté ton sont- business? le premier business que j'ai monté, bon, à part les petits jobs qu'on faisait quand on était à l'école encore, mais celui-là, c'était de la vente de charbon. On allait dans un petit coin du Katanga, on allait couper les arbres, faire du charbon, payer des gens, refaire revenir le charbon, les revendre. Moi, je me rappelle, j'avais un talent exceptionnel pour vendre du charbon. Et les gens autour de moi me regardaient. J'étais pas destiné à faire ça. Hmm. Et moi, j'étais très fier de faire ça parce que à ce moment-là, je me posais vraiment des questions sur le sens de la vie, des engagements, de l'école, et pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à nourrir un système qui se meurt alors qu'on peut créer des modèles différents. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer un modèle différent pour que d'autres étudiants aient le choix, à un moment donné de leur vie, de prendre la voie qui construit leur vie, non pas celle qui les déconstruit. Parce qu'on déconstruit beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes au Congo. Mais quand tu dis t'as créé un modèle, c'est-à-dire, Quand je dis que j'ai créé un modèle, j'ai d'abord créé moi, le nouveau moi, un moi qui est prêt à tacler les questions du monde, mais aussi des questions sociopolitiques au Congo qui sont des questions complexes et qui demandent des personnes en mesure d'accepter de les regarder et d'accepter d'y répondre. Donc la première chose que j'ai construite, c'est moi et mon identité, celle qui fait à ce que, quelles que soient les questions qu'on va tacler ou qu'on va rencontrer, qu'on puisse avoir une réponse prédéfinie, une identité de réponse prédéfinie. C'est ça sur laquelle j'ai travaillé les quelques mois où je n'étais plus à l'université, où j'étais allé faire la fête. Entre guillemets. on y reviendra sur ce modèle et du coup, t'as fait la fête combien de temps? Et ensuite, t'es venu en France. J'aimerais savoir à quel, en fait, le déclic, le retour en France, ça s'est fait quand? C'est juste après ou? Je suis venu en France, je pense, 9 mois plus tard, D'accord. et j'ai fait la fête. Je continue à faire la fête parce que je considère que la meilleure manière de vivre cette humanité ou de défendre la vie, c'est d'y participer. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre construire un monde meilleur pour d'autres personnes en se mettant à côté. Donc la meilleure manière de donner de l'amour, par exemple, c'est d'en recevoir. Donc moi, je considère que je n'ai jamais arrêté de faire la fête. Je suis toujours très souriant, très joyeux. Sur Twitter, ça ne se voit pas beaucoup. Et beaucoup de gens pensent le contraire. Il y a un peu quand même, on le voit, tu mets de la musique, De t'ambiances temps un en peu. temps, je pense que ça passe beaucoup moins, ça s'entend beaucoup moins et les gens ne le savent pas forcément. Et c'est bien de le dire, c'est que je considère que comme moi ou comme les autres, tous les jeunes Congolais ont droit à une jeunesse véritable. Moi, je considère qu'à un moment donné, on m'a arraché ma jeunesse et mon combat, c'est aussi de donner, d'offrir cette jeunesse à d'autres personnes et il faut que je puisse l'incarner. Je prêche par l'exemple parce que pour moi, c'est important. Pourquoi aujourd'hui je continue mes études, je vais au plus loin? Parce que je considère que la meilleure manière de faire, c'est de montrer que les choses sont possibles, qu'il est possible aujourd'hui de briser les limites, de créer de nouvelles frontières où on nous avait bien loin d'où est-ce qu'on nous les avait placés. Et c'est pour ça que je veux prêcher par exemple, je veux vivre ma jeunesse, je veux à la fois travailler le plus dur possible pour que lorsqu'on va me poser la question de savoir d'où je parle, je dis, écoutez, moi je viens de loin. Je m'appelle Poncy Anyembo, je n'étais pas censé être ici aujourd'hui. J'y suis parce que il faut que d'autres personnes me regardent et se disent, on peut y aller. Pour continuer sur cette lancée, mais j'aimerais revenir sur un autre point. En ce qui concerne, je dirais, bah, ta jeunesse à Lubumbashi, peut-être que ça en fait partie. Sur Twitter, en revenant toujours sur Twitter, c'est que tu as évoqué à un moment donné que tu souhaitais rédiger un livre. Rédiger un livre intitulé Guérilla. Je cite, tu as dit que tu souhaitais dire à quel point tu es reconnaissant à la vie, poser ta contribution et faire corps avec le corpus de ceux qui ont raconté notre humanité, non seulement pour la mémoire, mais pour l'avenir. Comment est né ce projet Poncia? Pourquoi ce titre Guérir? Guérir de qui? Guérir de quoi? Et comment? Je considère que tout le monde au Congo, du moins, on a la plupart d'entre nous, où on traîne tous quelques séquelles qui ne nous permettront jamais de pouvoir construire une nation apaisée. Pour moi, comme le dit le docteur Denis Mukwege, il est important de reconstruire le Congo. Il est important de guérir tout le monde dont
nous, les acteurs sociopolitiques, il faut qu'on puisse avoir un message à porter, il faut qu'on puisse avoir un témoignage à porter. Moi, j'ai un message à porter. Je viens de loin. J'ai eu une enfance pas toujours très facile. J'ai eu beaucoup, comment dire, j'ai rencontré, on va dire, les difficultés sociales congolaises dans parfois leurs formes les plus atroces. Et ces choses-là n'ont pas permis de construire un jeune adulte complètement loin de ces démons. Donc, je considère que la meilleure manière de reconstruire le Congo, c'est de pouvoir sceller dans ce livre ou dans autre chose ce cheminement vers quelque chose de nouveau. Moi, je travaille tous les jours pour aller vers cette chose de nouveau, cette chose apaisée qui peut apporter la paix. Mais il est bon qu'on se souvienne qu'on est venu de quelque part où la paix n'était pas forcément évidente ou effective. Donc, ces choses-là qui m'ont construite, il faut que j'accepte qu'elles m'ont construite pour que je puisse passer à autre chose, pour que je puisse apporter la guérison. Et je pense que c'est bien de le mettre par écrit. Pour continuer sur un autre sujet qui est la musique, un peu. Est-ce que tu aimes la musique, Poussia? J'adore la musique. Ok, mais quel est ton artiste préféré? Est-ce que Mon artiste préféré, est-ce que t'en as un? Parce que c'est pas facile quand on aime la musique de citer peut-être un seul artiste. mes artistes préférés, je pense que c'est d'abord ma famille. Chez moi, quand je grandissais, on chantait beaucoup. Je suis la personne qui chante la moins bien dans ma famille. Et On va pas te demander de je veux pas tout avoir, effectivement. Non, mais je suis très admiratif de plusieurs artistes. Je suis très admiratif aussi des chanteurs de ma famille qui ont bercé mon enfance. On a souvent eu des moments sans électricité chez moi où toute ma famille, mes sœurs, mes frères, mes cousins, mes oncles se rassemblaient pour chanter et j'étais le moins bon de la troupe et j'étais très admiratif de ça. Et je pense que c'est mes premières icônes musicales. Mais au-delà de ça, j'écoute énormément de choses. J'écoute tout, vraiment tout. Je suis très friand de l'envie de faire et de faire. Parce que je suis très respectueux des gens qui font. Je suis très respectueux des artistes de manière plus large, parce que je considère que les artistes, ils portent l'âme de notre humanité. Moi, je suis scientifique. On met souvent les scientifiques en avant. On raconte que nous sommes animés moteurs, mais pour moi, c'est central l'âme, c'est central ce qui fait notre société, la culture, cette capacité de créer, d'imaginer. Et du coup, j'honore tout ce qui est œuvre artistique. Donc, j'écoute tous les musiciens, j'ai des préférences. J'écoute beaucoup du Youssoupha dans mon temps perdu. Et j'écoute aussi Fally, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à construire sa légende et je respecte cela. Je respecte Youssoupha parce qu'il a le courage de parler, de dire les choses et de dire qu'on peut être une star, on peut avoir une voix et l'utiliser. Moi, ce sont des choses que je respecte. Après, j'écoute du Aya Nakamura parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un peu politique aussi. Bref, je peux écouter de n'importe quoi. Je suis tout. En parlant d'artistes, donc tu as cité donc Youssoupha, le lyriciste bantou qu'on aime aussi, que j'écoute aussi et que j'aime beaucoup, qui en juin dernier a annulé un concert à Kigali par rapport à tout ce qui se passe, donc le Rwanda qui agresse le Congo, les crimes, les viols, les exactions. Aujourd'hui, il y a quand même je dirais, pas mal d'artistes congolais qui ont pris position là-dessus. Mais est-ce que, tu parlais d'artistes qui sont l'âme de l'humanité, est-ce qu'ils font assez, est-ce qu'ils peuvent faire plus? Qu'est-ce que tu en penses, en fait, comment je peux dire, de l'engagement politique en tant qu'artiste? Parce qu'un artiste, c'est aussi ça, dénoncer ce qui se passe dans la société, prendre position. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes congolais sont à la hauteur par rapport à ce qui se passe au Congo, si on peut se permettre de dire ça? Pour ceux qui me suivent, je pense que je donnerai une réponse qui est un peu attendue, un peu radicale. Mais je considère que aujourd'hui, je vais aller à l'encontre quand même, je considère que aujourd'hui, comme avant, comme toujours, on ne peut pas contraindre quelqu'un à l'engagement. Ce que je ne conçois pas, ce que je ne considère pas comme juste, c'est d'utiliser la souffrance de plusieurs personnes pour écrire sa légende. Je m'explique. Donc, il y a des artistes qui ont décidé de ne pas prendre position. Nous le respectons, nous les écoutons. Mais lorsque ces artistes arrivent à avoir des besoins pour prester, pour animer, dire que j'ai aussi dit, parce que tout le travail en amont a été mâché par des jeunes sur Internet ou des jeunes dans les rues qui n'ont pas du tout le même statut, qui ont mis leur vie en danger pour faire ces choses-là. Quand ces artistes-là reviennent et reprennent la main sur ces affaires, moi, ça me dérange profondément parce que, comme je le disais, je suis quelqu'un qui conçoit qu'on doit bâtir, mais je suis très
contre le fait qu'on arrache aux gens qui n'ont pas suffisamment de souffle, on arrache déjà le peu qu'ils ont, ou qu'on le réutilise pour notre propre gloire. Donc les artistes font ce qu'ils veulent, ils sont très libres, ils portent l'âme de notre humanité, je ne peux pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais je conçois que qu'on a un peu, on est un peu reconnaissant, parce que quand on est artiste et qu'on réussit, on doit tout à son public. Quand on est reconnaissant à son public, on sait que son public souffre, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire semblant et dire qu'on n'a pas vu. Et c'est la seule chose que je puisse dire sur ça. Ok. Concernant tout ce qui est dans ton parcours politique, dans ton parcours, ouais, dans ton parcours politique, tu disais que donc ton engagement politique, pardon, a commencé lorsque tu étais donc à Lubumbashi. Mais je voulais savoir, est-ce que tu as eu des mentors dans ce parcours? Est-ce que peut-être que ça vient de tes parents ou peut-être de ta famille, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que cette soif de voir le changement, de voir en fait le retour à la paix au Congo, est-ce que ça vient quelque part dans l'environnement familial? Pas du tout. Moi, je viens d'une famille très atypique. Euh, Pourquoi j'ai dit très atypique? Mon père est de lignée royale, mais il a vécu une enfance très compliquée et il a construit tout un empire financier. Il s'est construit tout seul. Et ma mère, elle vient d'une grande famille. Elle a contribué énormément à ce que je suis aujourd'hui. Donc, chez moi, on est très politique dans une certaine mesure où on est très contre les injustices. Nous sommes une grande famille, on est 9 enfants. On nous a très vite inculqué l'équilibre, le fait que quand on vit avec les autres, il faut une justice intrinsèque au modèle au modèle qu'on partage pour que nous puissions tous avoir une place dans cette société. Donc, j'ai grandi dans un endroit où, au-delà de mes 8 frères et sœurs, j'avais tout le temps mes cousins, mes cousines que je considère comme mes frères, avec qui on a dû trouver un équilibre. Et cette capacité ou cette volonté de toujours chercher une place au sein d'un groupe assez important, je pense que ça a permis de construire ma vision du monde qui est une vision qui ne laisse pas les autres derrière. Parce que quand j'écoute mon père me parler d'où est-ce qu'il vient, sa mère, il a grandi avec une mère qui dormait à même le sol dans la rue. Il vient de loin, il a construit toute sa vie dans un quartier très pauvre de Lubumbashi, dans la commune de la Kenya, où il n'était rien, il est parti de rien. Il a toujours gardé le même respect, il a toujours gardé la même passion vis-à-vis de ces personnes-là. Quelle que soit sa situation, il m'a toujours montré cette humilité, ce respect vis-à-vis de tout ça, parce que pour lui, ça a toujours été important de garder les pieds sur terre et de garder une place parmi les humains. Et moi, on me l'a inculqué chez moi. Moi, j'ai été élevé par ma tante. Ma tante, c'est une personne en or, mais c'est une identité très forte. Et ces gens-là ont permis de construire cette identité forte que je revendique en politique, parce que il n'y a pas d'entre-deux quand il y a la misère. Quand il y a la souffrance autour de toi, il ne peut pas avoir un entre-deux. Les gens qui vivent la souffrance la vivent dans leur chair tout le temps et à chaque moment. Moi, on me l'a appris et on me l'a inculqué très jeune et je le sais. Je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas mettre au point un genre de statu quo ou un genre de barrière qui ignore. Je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Parce que c'est comme ça. Et en parlant d'action, tu es aussi fondateur d'une association humanitaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Aïe, aïe, aïe. Non, Ou pas, en fait, peut-être. cette association qui date de plusieurs années, c'était encore quand je commençais mes études. Du coup, on est un peu à l'endroit où ça a commencé aujourd'hui. Et cette association me tenait effectivement à cœur parce que je considère il ne faut pas ignorer la misère, encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi après coup sur la place des associations humanitaires dans notre société. Et je crois que je suis en train de créer un autre modèle. Je suis en train de créer un autre modèle au sein duquel il faut permettre aux jeunes gens qu'on aide de pouvoir aspirer à des choses par eux-mêmes, aspirer à la dignité par eux-mêmes, avec nous. Pas avec nous par-dessus d'eux ou avec nous qui leur donnent, mais à nos côtés. Parce que justement, tu en parlais, moi j'ai eu beaucoup de mal à devoir faire accepter à certaines personnes ma présence, étant donné mon jeune âge. Et j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de considération vis-à-vis des plus jeunes, ou même de lorsqu'on envisage l'éducation, lorsqu'on envisage les options pour la jeunesse, parce que je considère qu'il faut construire avec la jeunesse, il faut la prendre
avec nous, marcher à côte. Et le modèle que je veux construire, que Dieu me prête vie, c'est justement ces dynamiques où les gens choisissent. Moi, j'ai eu un truc pour lequel je suis le plus reconnaissant, c'est le choix. Moi, quand j'étais encore à Lubumbashi, je disais, si j'écrivais encore à ce moment-là, je me disais, la seule chose que j'attends de la vie, c'est de pouvoir avoir le choix. Et je connais la place du choix dans la vie de quelqu'un. Et moi, je milite aujourd'hui, non pas pour permettre aux gens d'aller à l'école, mais permettre à des gens de construire des dynamiques vitales dans lesquelles ils peuvent avoir le choix. Et je suis en train de recréer un autre modèle. Toujours dans ces actions, que ce soit le projet humanitaire ou autre, tu fais aussi partie donc du collectif Alternative Congo ici à Paris. Et lors de la première rencontre avec le docteur Mukwege sur le thème paix et justice en RDC, la jeunesse cherche des solutions, rencontre le docteur pour chercher des solutions. Tu as débuté ton intervention avec une citation de Lumumba, mais je voulais plus revenir sur le fait que tu parles en fait du fait que aujourd'hui donc la jeunesse cherche des solutions. Est-ce que tu penses que un collectif de plus aujourd'hui à Paris par rapport à tout ce qui se fait pour en fait comment un collectif tel que Alternative Congo peut répondre à ces questions de paix et de justice en RDC en étant à Paris? Euh, je disais, Je sais pas si c'est clair. je pense avoir compris, je vais essayer. Je disais que pour moi, c'est important de se souvenir, notamment par Fatou Diom, que la lutte, elle est globale. Aujourd'hui, au Congo, nous avons peut-être l'une des diasporas les plus éparpillées dans le monde. Dans la diaspora, nous avons aussi un phénomène assez bizarre où c'est nous qui envoyons le plus gros du PIB national. Pourquoi ne pas permettre à ces personnes-là de s'organiser? Moi, je suis toujours pour l'organisation, je suis toujours pour les dynamiques. Des choses peuvent marcher ou ne pas marcher, tant mieux ou tant pis. On finit tous par apprendre. J'imagine que tous les membres d'Alternative Congo aujourd'hui repartiront si un jour ça s'arrête avec quelque chose. Quelque chose tourné vers le Congo, le grand, celui qu'on est en train de construire. Donc je considère toujours que on apprend. Il ne faut pas, comment dire, se flageller ou se mettre des barrières des espoirs trop grands parfois. Mais il faut apprendre, il faut faire. Quand tu fais, moi je suis content. Mais les associations, pour en parler, il faut qu'elles choisissent de prendre des nouveaux modèles. Moi je suis pour se réinventer et ne pas tomber dans ce que tout le monde a déjà fait ou tout le monde a déjà essayé. C'est un peu ce que j'essaie d'impulser dans toutes les organisations que je crée ou dans lesquelles je participe. C'est que je ne suis pas là pour refaire des choses qui ont été faites, sinon on n'aurait pas besoin de faire ces associations. Tant qu'on a besoin de mettre en place des organisations, il y a des choses qu'il faut revoir et il faut accepter de revoir ces choses-là. C'est pour ça que je considère que de dire aujourd'hui que je suis décomplexé, c'est important, parce que c'est lorsqu'on n'est pas complexé qu'on peut décider de changer des choses qui ont toujours été figées. Et dans les organisations, quand moi je montre quelque chose, j'ai besoin d'avoir l'impression que c'est différent. SL Campus.